Bonjour. Bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui. J'ai plusieurs projets. J'ai plusieurs projets de lecture et aussi une courte vidéo pour vous parler de Manon Lescaut et de Manon de Georges Clouzot. De mon avis dessus, simplement. Et pardon, j'ai enlevé une ortie parce que je me suis piquée avec. Mais là, tout de suite, je vais reprendre Jane Eyre. Voilà ce que je vais faire. Le chapitre 27. Pardon. Pardon, je me tiens pas droite, j'ai un peu mal au dos. Je sais pas si cet angle de vue est très... J'aurais préféré, mais... J'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Voilà, il y aura peut-être quelques vélos. Non, plutôt comme ça. Bon, allez, c'est pas grave. Allons-y, c'est parti pour Jane Eyre. Chapitre 27. Au cours de l'après-midi, je levai la tête et regardai autour de moi. Voyant que le soleil couchant projetait sur le mur l'or de ses derniers rayons, je me demandais « Que vais-je faire ?» Mais si soudaine, si redoutable fut la réponse de mon esprit « Il faut quitter immédiatement Thornfield » que je me bouchai les oreilles. Je ne pouvais encore supporter de telles paroles. Ne pas être la femme d'Edward Rochester, c'est le moindre de mes malheurs, alléguai-je. Me réveiller après de si merveilleux rêves pour m'apercevoir de leur vaine illusion est quelque chose d'affreux que je puis cependant supporter, dominer. Bonjour. Mais le quitter résolument, sur le champ, complètement, cela est intolérable. Je ne le puis. Cependant, une voix intérieure m'assura, alors que je pouvais le faire, me prédit que je le ferais. Je luttais contre ma propre détermination. J'aurais voulu être sans force pour éviter le terrible passage que je voyais s'ouvrir devant moi, les nouvelles souffrances qui m'y attendaient. Mais ma conscience, muée en tyran, saisit la passion à la gorge et lui dit d'un ton railleur qu'elle n'avait fait que plonger son pied délicat dans le gouffre et jura que, d'un bras implacable, elle allait la précipiter dans des profondeurs insondables, d'atroces souffrances. « Que l'on m'arrache d'ici alors, m'écriai-je, que quelqu'un vienne à mon secours. Non, tu partiras sans l'aide de personne. Tu arracheras ton œil droit, tu te couperas la main droite toi-même. Ton cœur sera la victime, tu seras le prêtre qui le transpercera. » Je me levai soudain, épouvanté par la solitude que hantait un juge aussi inexorable et le silence qu'une voix aussi terrible remplissait. La tête me tourna lorsque je fus debout. Je compris que l'excitation, l'inanition étaient les causes de mon malaise, car je n'avais bu ni mangé de la journée, ni même pris un petit déjeuner. Enfermée depuis si longtemps, je ressentis une singulière angoisse à la pensée que personne ne s'était inquiété de moi, ou ne m'avait invité à descendre. La petite Adèle elle-même n'avait pas frappé à ma porte, Mrs. Fairfax n'était pas venue me chercher. Les amis oublient toujours ceux que la fortune abandonne, murmurai-je en tirant le verrou pour sortir. Je trébuchais contre un obstacle. J'avais encore le vertige, ma vue était obscurcie, mes membres affaiblis. Je fus incapable de me ressaisir aussitôt. Je tombai, mais ce ne fut pas par terre. Un bras étendu me reçut. Je relevai la tête. J'étais soutenue par Mr. Rochester, assis sur une chaise devant la porte de ma chambre. « Enfin, vous sortez, dit-il.
Voilà longtemps que je vous attends et que j'écoute, mais je n'ai entendu aucun mouvement, pas un sanglot. Encore 5 minutes de ce silence de mort et j'aurais forcé la serrure comme un voleur. Ainsi vous m'évitez. Vous vous enfermez et vous souffrez seul. J'aurais préféré vous voir m'adresser des reproches véhéments. Vous êtes violente, aussi m'attendais-je à une scène quelle qu'elle fût. J'étais préparée à la chaude pluie des larmes, mais j'aurais voulu qu'elles fussent versées sur ma poitrine. Or, c'est un insensible plancher qui les a recueillies, ou bien votre mouchoir, qui doit en être trempé. Mais je me trompe, vous n'avez pas pleuré du tout. Je vois des joues pâles, des yeux ternis, mais aucune trace de larmes. Votre cœur n'a-t-il pas répandu des larmes de sang? Eh bien, Jane, pas une parole, pas un reproche, rien d'amer, rien de poignant. Bonjour. Pas un mot pour fendre le cœur ou exciter la colère. Vous restez tranquillement assise à la place où je vous ai mise et vous me regardez avec des yeux là, inertes. Jane, je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser ainsi. Si l'homme qui ne possédait qu'une seule petite brebis, aussi chère à son cœur que sa propre fille, mangeant de son pain, buvant dans sa coupe, reposant sur son sein, l'avait par erreur tué à l'abattoir, il n'aurait pas pu regretter sa sanglante méprise que je ne regrette la mienne. Mais pardonnerez-vous jamais? Lecteur, je lui pardonnais à l'instant même. Il y avait un remords si profond dans ses yeux, une pitié si sincère dans le ton de sa voix, une énergie si virile dans ses manières, enfin un tel amour inchangé dans l'expression de son visage et dans son attitude, qu'il eut tout mon pardon. Pas en parole cependant, pas en manifestation extérieure, mais au tréfonds de mon cœur. Me tenez-vous pour un misérable, Jane? Demanda-t-il bientôt d'un air pensif. Surpris, je le suppose, de mon silence persistant ainsi que de ma passivité, due plutôt à la faiblesse qu'à la volonté. Oui, monsieur. Alors dites-le-moi franchement, de façon incisive, ne me ménagez pas. Je ne le puis, je suis lasse et malade. Je voudrais un peu d'eau. Il poussa une sorte de soupir frémissant, me prit dans ses bras et me porta en bas. Je ne me rendis pas compte, tout d'abord, dans quelle pièce il m'avait amené. J'avais comme un voile sur les yeux. Tout me semblait nuageux. Je sentis bientôt la chaleur vivifiante d'un feu, car un froid glacial m'avait envahi dans ma chambre, bien que ce fût l'été. Il porta du vin à mes lèvres. Après en avoir bu un peu, je me sentis ranimée. Je mangeai ensuite quelque chose qu'il m'offrit et repris vite mes sens. Ceci se passait dans la bibliothèque. J'étais assise dans son fauteuil, il était tout près de moi. Je songeais que s'il m'était possible de quitter la vie en ce moment, sans éprouver une trop violente angoisse, ce serait une bonne chose pour moi. Je n'aurais pas à faire l'effort nécessaire pour déchirer les liens qui attachent mon cœur à celui de Mr. Rochester. Il faut que je le quitte, semble-t-il. Je ne veux pas le quitter. Je ne peux pas le quitter. Comment vous sentez-vous maintenant, Jane? Beaucoup mieux, monsieur. Je serai bientôt tout à fait remise. Reprenez un peu de vin, Jane. Je lui obéis. Il posa ensuite le verre sur la table, se tint debout devant moi et me regarda attentivement. Soudain, sous le coup de quelque impulsion passionnée, il se détourna en poussant une exclamation inarticulée, traversa rapidement la pièce, revint et se pencha vers moi comme pour m'embrasser. Mais je me souvins que les caresses n'étaient plus désormais permises. Je détournai mon visage et repoussai le sien. « Comment? Qu'est-ce que cela veut dire ?» dit-il brusquement. « Oh, je comprends. Vous ne voulez pas embrasser le mari de Bertha Mason. Vous estimez que mes bras sont remplis, que mes étreintes lui appartiennent. De toute façon, je n'ai aucun droit à être dans vos bras où il n'y a pas de place pour moi. » Pourquoi, Jane? Je vais vous éviter la peine de parler. Je vais répondre pour vous. C'est parce que j'ai déjà une femme, me direz-vous. Ai-je deviné juste? Oui. Si telle est votre pensée, vous devez avoir une singulière opinion de moi. Je dois être à vos yeux un astucieux débauché, un indigne et vil libertin qui a feint un amour désintéressé pour vous attirer dans un piège préparé de propos délibérés, vous ravissant ainsi l'honneur, vous dérobant votre dignité. Que répondez-vous à cela? Je vois que vous ne pouvez rien dire.
Vous êtes encore faible et vous avez même quelque peine à respirer. Enfin, vous ne pouvez vous faire à l'idée de m'accuser, de m'adresser des reproches. Et puis, les écluses des larmes sont ouvertes, elles affleuraient dans vos yeux si vous faisiez un long discours. Vous n'avez d'ailleurs aucun désir de me réprimander, de me blâmer, de faire une scène. Vous songez à ce qu'il convient de faire. Toute parole vous paraît inutile. Je vous connais. Je suis sur mes gardes. Je ne veux rien faire contre vous, monsieur, dis-je. Ma voix mal assurée m'avertit de ne pas poursuivre. Vous projetez de m'anéantir, non pas dans le sens que vous donnez à ce mot, mais dans celui que je lui attribue. Vous venez de me laisser entendre que je suis un homme marié. Comme tel, vous voulez m'éviter, me fuir. À l'instant, vous m'avez refusé un baiser. Votre intention est de devenir une étrangère pour moi, de vivre sous ce toit uniquement en qualité d'institutrice d'Adèle. Si jamais je vous adresse une parole amicale, si jamais vous éprouvez encore un sentiment d'affection pour moi, vous direz « Cet homme avait presque réussi à faire de moi sa maîtresse. Je dois être de glace et de roc avec lui. » Et en conséquence, vous deviendrez de glace et de roc. Bonjour. J'éclaircis et raffermis ma voix pour lui répondre. Tout est changé autour de moi, monsieur. Il faut que je change aussi. Cela ne fait aucun doute. Donc, pour éviter les luttes sentimentales, les continuels combats avec les souvenirs, les suggestions, il n'y a qu'un moyen. Il faut qu'Adèle ait une autre institutrice, monsieur. Oh, Adèle ira en pension, je l'ai déjà décidé. Je ne veux pas vous tourmenter avec ces horribles suggestions et souvenirs de Thornfield Hall, ce lieu maudit, cette tente d'acants, cet insolent sépulcre qui offre à la lumière du plein ciel la hideur de la mort vivante, cet étroit enfer de pierre qu'habite un vrai démon. Pire, à lui seul, qu'une légion de ceux que nous sommes à même d'imaginer. Jane, vous ne resterez pas ici, ni moi non plus. Je n'aurais jamais dû vous laisser venir à Thornfield, sachant, comme je le savais, qui le hantait. Avant même de vous connaître, j'avais ordonné que l'on vous cachât tout ce qui avait trait à la malédiction qui pèse sur cette demeure, simplement parce que je craignais qu'Adèle n'eût jamais une institutrice qui accepterait d'y vivre si elle savait avec qui il lui faudrait cohabiter. J'étais résolue à ne pas installer la démente dans un autre endroit, bien que je possède une vieille maison, le manoir de Ferndean, plus retiré, plus dissimulé que celui-ci, où j'aurais pu la loger en sûreté. Mais j'ai eu des scrupules. Ma conscience s'est refusée à cette solution en raison de l'insalubrité de sa situation au cœur d'une forêt. Ces murs humides m'auraient sans doute vite débarrassé de mon fardeau. Mais à chaque scélérat son vice, et je ne suis nullement portée à l'assassinat par des moyens détournés, fût-ce de la personne que je hais le plus. Vous tenir dans l'ignorance du voisinage de la folle, c'était un peu comme de vêtir un enfant d'un manteau et de le déposer au pied d'un huppin. Tout ce qui entoure ce démon est empoisonné, et l'a toujours été. Mais je vais fermer Thornfield Hall. Je condamnerai la porte d'entrée, je ferai boucher les fenêtres du bas. Je donnerai 200 livres par an à Mrs. Poole pour vivre ici avec ma femme, comme vous appelez cette effroyable furie. Grace entreprendra beaucoup pour de l'argent. Elle aura son fils, le garde de Grimsey Retreat, pour lui tenir compagnie et être à même de l'aider quand, au paroxysme de la folie, et poussée par son mauvais génie, ma femme brûle les gens dans leur lit pendant la nuit, les poignarde, arrache la chair de leurs os avec ses dents, etc. « Monsieur, interrompis-je, vous êtes sans pitié pour cet infortuné. Vous en parlez avec haine, avec une aversion vindicative. C'est cruel. Elle n'est pas responsable de sa folie. » Jane, ma petite chérie, je vous appelle ainsi car vous êtes ma chérie. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous me jugez mal une fois de plus. Ce n'est pas parce qu'elle est folle que je la hais. Si vous étiez folle, croyez-vous que je vous haïrais? Oui, monsieur, bien sûr. Alors vous vous trompez. Vous ne me connaissez pas du tout et vous ne savez pas de quel amour je suis capable. Chaque atome de votre chair m'est aussi précieux que ma propre chair. Dans la souffrance, dans la maladie, j'y attacherai autant de prix. Votre intelligence est un trésor pour moi. Si elle était ruinée, elle resterait toujours mon trésor. Si vous étiez folle, je vous emprisonnerais dans mes bras, non dans une camisole de force. Votre étreinte, même furieuse, aurait un charme pour moi.
Si vous vous jetiez sur moi aussi férocement que cette femme l'a fait ce matin, je vous presserais sur mon cœur avec autant d'amour que de force pour vous contenir. Je ne m'éloignerai pas de vous avec dégoût comme je l'ai fait devant elle. Dans vos moments d'apaisement, vous n'auriez pas d'autre garde, pas d'autre nurse que moi. Je me pencherai sur vous avec une inlassable tendresse, même si vous ne me donniez pas un sourire en retour. Je ne me fatiguerai jamais de plonger mon regard dans vos yeux, même s'il n'avait plus une lueur de conscience pour me reconnaître. Mais pourquoi me laisser entraîner par toutes ces pensées? Je parlais de vous faire quitter Thornfield. Vous savez que tout est prêt pour un prompt départ. Vous partirez demain. Je vous demande seulement de consentir à passer encore une nuit sous ce toit, Jane. Et alors, adieu à jamais à toutes ces misères, à toutes ces terreurs. J'ai une retraite qui va devenir un sanctuaire à l'abri des odieux souvenirs, des fâcheux indiscrets, aussi bien que du mensonge et de la calomnie. Emmenez Adèle avec vous, monsieur, dis-je. Elle sera pour vous une compagne. Que voulez-vous dire, Jane? Je vous ai déclaré que j'allais envoyer Adèle en pension. Qu'ai-je besoin d'une enfant pour me tenir compagnie? D'une enfant qui n'est même pas ma fille, mais la bâtarde d'une danseuse française. Pourquoi m'importunez-vous à propos d'elle? Pourquoi? Je vous le demande, voulez-vous me donner Adèle comme compagne? Vous avez parlé d'une retraite, monsieur, une retraite, la solitude, c'est bien triste, trop triste pour vous. La solitude, répéta-t-il avec irritation. Je vois qu'il va falloir m'expliquer. Je ne sais quelle expression de sphinx vient de prendre votre visage. C'est vous qui partagerez ma solitude. Comprenez-vous? Je hochai la tête. Il fallait un certain courage dans la surexcitation qui s'emparait de lui pour risquer jusqu'à ce signe muet de dissentiment. Après avoir marché rapidement de long en large dans la pièce, il s'arrêta, comme s'il avait soudain pris racine à l'endroit où il se trouvait. Il me regarda longuement, avec dureté. Je détournai les yeux et les fixai sur le feu, essayant de prendre un air tranquille et de garder mon sang-froid. Me voici à présent aux prises avec le nœud gordien qui se trouve dans votre caractère, dit-il enfin, avec plus de calme que son regard ne me l'avait laissé espérer. La bobine de soie s'est déroulée assez aisément jusqu'ici, mais j'ai toujours pensé qu'un nœud surgirait, embrouillant tout. Le voici. Et à présent, que d'ennui, que d'exaspération, que de tourments sans fin. Pardieu, je brûle de déployer un peu de la force de Samson pour déchirer comme de l'étoupe cet enchevêtrement. Il recommença à marcher, mais s'arrêta de nouveau bientôt, et cette fois juste devant moi. Voulez-vous entendre raison, Jane? Il se pencha, approchant ses lèvres de mon oreille. Si vous refusez, j'emploierai la violence. Sa voix était rauque. Son regard, celui d'un homme prêt à rompre un insupportable lien et à se jeter tête baissée dans une licence effrénée. Encore un moment, encore une nouvelle impulsion frénétique, et je ne pourrais plus rien faire de lui. Le présent, l'instant qui passait, était tout ce qui me restait pour le refréner, pour le contenir. Un mouvement de répulsion, de fuite, de crainte aurait scellé mon destin et le sien. Mais je n'avais pas peur, pas le moins du monde. Je me sentais soutenue par une force intérieure, par le sentiment de mon pouvoir sur lui. Cette crise pleine de périls n'était pas sans charme, un charme peut-être semblable à celui qu'éprouve l'Indien quand, pour franchir le rapide, il se laisse glisser dans son canot. Je saisis sa main crispée, desserrai ses doigts contractés et lui dis avec douceur. Asseyez-vous, je vais causer avec vous aussi longtemps que vous voudrez, j'entendrai tout ce que vous avez à me dire, que ce soit raisonnable ou non. Il s'assit, mais n'eut pas aussitôt la liberté de parler. Depuis quelque temps déjà, je luttais contre mes larmes. J'avais fait de gros efforts pour les refouler, sachant qu'il n'aimerait pas me voir pleurer. Mais maintenant, je pensais que le moment était venu de les laisser couler sans contrainte. Aussi longtemps qu'il leur plairait.
Si ce déluge le contrariait, ce n'en était que mieux. Je ne me contins plus et pleurais à chaudes larmes. Je l'entendis bientôt me supplier ardemment de me calmer. Je lui dis que tant qu'il serait dans une telle fureur, cela serait impossible. Je ne suis pas en fureur, Jane, mais je vous aime trop. Votre petite figure pâle était devenue d'acier. Elle avait pris une expression si résolue, si glaciale, que je n'ai pu supporter cela. Calmez-vous, voyons, et séchez vos yeux. Sa voix plus douce me prouva qu'il s'était méprisé. À mon tour, je retrouvai mon calme. Il tenta de poser sa tête sur mon épaule, mais je ne le permis point. Il chercha alors à m'attirer à lui, mais non. « Jane, Jane, dit-il avec un tel accent d'amère tristesse que tous mes nerfs en frémirent. Vous ne m'aimez pas alors? Vous n'attachiez de prix qu'à ma situation et à la qualité d'épouse. Maintenant que vous me jugez indigne d'être votre mari, vous reculez comme au contact d'un crapaud ou d'un singe. » Ces mots me fendirent le cœur. Mais que pouvais-je dire ou faire? Sans nul doute me taire, m'abstenir. Cependant, j'étais tellement torturée par le remords de l'affliger ainsi que je ne pus réprimer le désir de verser un baume sur la blessure que j'avais faite. « Je vous aime, m'écriai-je, je vous aime plus que jamais. Mais je ne dois ni laisser paraître ce sentiment, ni m'abandonner à lui. C'est la dernière fois que je puis l'exprimer. » « La dernière fois, Jane, comment? Pensez-vous pouvoir vivre avec moi, me voir chaque jour et tout en continuant de m'aimer, rester toujours froide et distante? » Bonjour. Bonjour. J'espère qu'on n'est pas pris dedans, qu'on n'est pas beau à voir. Non, je crois pas. Vous faites quoi? Une lecture. J'enregistre des lectures. Et vous repassez ça sur le porte? Sur Internet, sur YouTube. Ouais. Ah ouais. Et vous lisez quoi? Là, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Oui, attention au vélo. Bonjour. Bonjour. Et vous repassez ça sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Ah ouais. Vous aimez la lecture alors? Oui. Ben, moi j'aime la pêche. Bah, Ma voilà. femme elle aime la marche. Comme ça. Ah bah comme on ça, aime vous... On aime ça s'accorde bien en même temps. Oui. On fait ça tranquillement. Enfin moi je suis obligée de marcher, sinon je risquerais de finir dans une... Hein, comme on dit, dans une chaise. C'est bon pour la santé, la marche. J'aime Oui, bien marcher mais quand aussi. on peut. Oui, c'est vrai. Là, comme j'ai fait faire des examens, des piqûres, tout ça, donc je marche. Mm. Si ça dure, tant mieux. Sinon, bah, c'est comme on dit, hein, c'est l'opération et après peut-être plus triste encore. On Oui. sait pas. Bah, faut espérer que ce... Bah, que pour ça l'instant, Mm. ça allait. Ils sont gros, mais j'arrive à marcher. Donc, il faut pas rester. Faut pas rester inactif. Après, Voilà. faut pas trop forcer non plus. Faut Non, trouver le mais bon rester équilibre. inactif, c'est-à-dire que non. Mais le problème, c'est quand on a envie puis qu'on peut pas. Mm. C'est deux choses différentes. Mais j'ai Oui. les cannes, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai ça, j'ai les cannes, j'ai la chaise, j'ai tout. Mm. Mais là, je voulais essayer comme ça a l'air de marcher. Mm. C'est peut-être mon père au-dessus de moi qui m'aide. Je pense. Mm. Bon courage. Bah, merci à vous aussi. Bon, peut-être qu'on va se revoir au retour. Peut-être, oui. Oh. Chaud. Bonjour. Elle pédale bien, elle a pas mal au genou. Prenez le temps en tout cas. Merci. Bon courage aussi. Excusez-moi, je vais reprendre, je vais retrouver. Non, monsieur, je ne le pourrai certainement pas. C'est pourquoi je ne vois qu'un moyen, mais si je vous en parle, vous allez vous fâcher. Oh, dites-le moi, si je me mets en colère, vous posséderez l'art des larmes. Monsieur Rochester, il faut que je vous quitte. Pour combien de temps, Jane? Pour quelques minutes, le temps de lisser vos cheveux qui sont quelque peu en désordre et de baigner votre visage qui a l'air fiévreux? Il faut que je quitte Adèle et Sandfield, il faut que je me sépare de vous pour toute la vie et que je commence une nouvelle existence parmi des visages inconnus en d'autres lieux. Bien entendu, je vous l'ai déjà dit,
Quant à vous séparer de moi, je passe sur cette folie. Vous voulez dire que vous deviendrez une part de moi-même. Oui, il faut commencer une nouvelle existence. Je ne suis pas mariée, donc vous serez ma femme. Vous serez Mrs. Rochester, virtuellement aussi bien que de nom. Je vous serai fidèle aussi longtemps que vous et moi vivrons. Vous irez dans une propriété que je possède dans le midi de la France, une villa aux murs blancs, sur les bords de la Méditerranée. Vous y vivrez, sous ma sauvegarde, heureuse et innocente. Ne craignez point que je veuille vous entraîner dans l'erreur, faire de vous ma maîtresse. Pourquoi hochez-vous la tête, Jane? Soyez raisonnable ou je vais redevenir furieux. Sa voix, ses mains tremblaient, ses larges narines se dilatèrent, ses yeux lancèrent des flammes. J'eus pourtant le courage de dire « Monsieur, votre femme vit. C'est là un fait que vous avez vous-même reconnu ce matin. Si je vivais avec vous comme vous le désirez, je serais alors votre maîtresse. Dire le contraire est un leurre, un mensonge. Jane, je ne suis pas un homme doux de mon naturel. Vous oubliez que je ne suis pas très patient, que je ne suis ni froid ni sans violence. Bonjour. Bonjour. Ni sans violence. Par pitié pour moi et pour vous-même, posez le doigt sur mon pouls, sentez comme il bat et prenez garde. Il découvrit son poignet et me l'offrit. Le sang s'était retiré de ses joues et de ses lèvres, devenues livides. Ma détresse était complète. Il était cruel de le bouleverser aussi profondément par une résistance qui l'aborait à ce point. Céder était hors de question. Je fis ce que font instinctivement les humains quand ils sont poussés à bout. J'invoquai le secours de celui qui règne sur nous, et les mots « Mon Dieu, venez à mon aide » s'échappèrent involontairement de mes lèvres. « Je suis stupide » s'écria soudain Mr. Rochester. « Je lui répète sans fin que je ne suis pas mariée sans donner d'explication. J'oublie qu'elle ignore tout du caractère de cette femme, des circonstances qui ont entouré cette infernale union. Oh, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, Jane, lorsque vous saurez tout ce que je sais. Mettez seulement votre main dans la mienne, afin que je sois certain de votre présence auprès de moi, aussi bien par le toucher que par la vue. Et je vais, en quelques mots, vous exposer ce qu'il en est exactement. Pouvez-vous m'écouter ? Oui, monsieur, pendant des heures, si vous voulez. Je ne demande que des minutes. Avez-vous entendu dire, savez-vous que je ne suis pas l'aîné de la famille ? J'avais un frère, plus âgé que moi. Je me souviens que Mrs. Fairfax me l'a dit un jour. Avez-vous jamais entendu dire que mon père était un homme cupide, avare ? J'ai compris quelque chose de ce genre. Eh bien, Jane, cela étant, mon père voulut garder la propriété intacte. Il ne pouvait supporter l'idée de la morceler pour m'en laisser une part équitable. Aussi décida-t-il que tout devait revenir à mon frère Roland. Pourtant, il ne se faisait pas davantage à l'idée qu'un de ses fils fût pauvre. Il fallait donc assurer mon avenir par un riche mariage. Sans retard, il me chercha une femme. Il connaissait depuis longtemps Mr. Mason, un planteur des Antilles, faisant aussi du commerce, qu'il savait de sources certaines, possesseur de biens immobiliers considérables. Or, Mr. Mason, qui avait un fils et une fille, avait dit lui-même à mon père qu'il était en mesure de donner et donnerait 30 000 livres à sa fille en mariage. Cela suffisait. À ma sortie du collège, je fus envoyée à la Jamaïque pour y épouser une fiancée que l'on avait prédisposée en ma faveur. Mon père ne me parla pas de sa fortune. Il me dit seulement que Miss Mason était l'orgueil de Spanish Town pour sa beauté. Et ce n'était pas un mensonge. Je la trouvais belle. C'était une femme dans le genre de Miss Ingram, grande, brune, avec de la majesté. Sa famille avait jeté son dévolu sur moi, comme elle-même, parce que j'étais de bonne souche. Je la vis dans des soirées splendidement vêtue, rarement seule d'ailleurs, je n'eus avec elle que fort peu d'entretien privé. Elle me flattait, déployait à profusion pour me plaire ses charmes, ses talents. Tous les hommes de son entourage semblaient l'admirer et m'envier. Je fus éblouie, piquée au jeu, troublée dans mes sens et ignorant comme je l'étais, naïf, sans expérience, je crus que je l'aimais. Il n'y a pas de folie,
si ridicule soit-elle, que les stupides rivalités mondaines, les désirs fougueux, la témérité, l'aveuglement de la jeunesse ne poussent un homme à commettre. Ses parents m'encourageaient, les rivaux me provoquaient, elle m'attirait. Le mariage fut accompli avant même que j'aie pu me rendre compte de ce qu'il en était. Oh, je n'ai aucun respect pour moi-même quand je pense à ce que j'ai fait. Le mépris que je ressens en mon âme me cause une angoisse qui m'accable. Je ne l'ai jamais aimée, ni estimée. Je ne la connaissais pas. Je n'étais pas même certain qu'elle possédât une seule vertu. Je n'avais jamais remarqué ni modestie, ni bonté, ni franchise, ni distinction dans son esprit ou dans ses manières, et je l'ai épousée, moi, imbécile grossier, abject, aveugle, comme une taupe. J'eusse été moins coupable si... Mais je ne dois pas oublier à qui je parle. Je n'avais jamais vu la mère de ma femme. Je la croyais morte. La lune de miel terminée, j'appris mon erreur. Elle était folle et enfermée dans un asile d'aliénés. Il y avait aussi un frère cadet, muet et complètement idiot. Vous avez vu l'aîné, je ne puis le haïr, tandis que je déteste tous les siens, parce que ce faible esprit a en lui certaines possibilités d'affection qu'il a manifestées par l'intérêt qu'il n'a cessé de porter à sa malheureuse sœur et par un attachement de caniche qu'il eut jadis pour moi. Il aura sans doute un jour le même sort que les autres. Mon père et mon frère Roland étaient au courant de tout cela, mais ne pensant qu'aux 30 000 livres, ils avaient pris part au complot ourdi contre moi. Abjecte découverte dont je n'aurais cependant fait aucun grief à ma femme, n'eût été la traîtrise de sa dissimulation. D'une nature tout à fait étrangère à la mienne, ses goûts m'étaient odieux. Son esprit vulgaire, bas, étroit, était singulièrement incapable d'élévation et de noblesse. Je ne pouvais passer agréablement avec elle une seule soirée, pas même une heure. Toute conversation cordiale était impossible entre nous. Quel que fût le sujet abordé, elle lui donnait aussitôt un tour grossier, banal, incohérent, pervers. Je vis que je n'aurais jamais un foyer tranquille. Bien organisé, car aucun domestique ne pouvait supporter les continuels accès de violence de ce caractère extravagant, ces ordres vexants, absurdes, tyranniques et contradictoires. Même après avoir découvert tout ceci, je me contins, j'évitais les reproches, je fis peu de remontrances. J'essayais de dévorer en secret mes regrets et mon dégoût. Je réprimais la profonde antipathie que j'éprouvais. Attendez, je vais tourner un tout petit peu pour que l'on voit moins les personnes sur le bord du chemin. Voilà, là c'est bien. Hop. Je suis même pas dans le cadre. Je suis à moitié dans le cadre. Attendez. Hop. Eh ben voilà. Jane, je ne veux pas vous importuner par d'horribles détails. Quelques mots vigoureux suffiront pour exprimer ce que j'ai à dire. J'ai vécu 4 ans avec la femme qui est là-haut. Et bien avant ce temps, elle m'avait mis à dure épreuve. Ses instincts mûrirent, croissant avec une effrayante rapidité. Ses vices ne cessèrent de se développer avec tant de puissance et de force que seule la cruauté eût pu les refréner. Mais je ne voulais pas avoir recours à la cruauté. Pygmée par l'intelligence, ses mauvais instincts étaient gigantesques. Quelle terrible malédiction firent tomber sur moi ces déplorables penchants. Bertha Mason, digne fille d'une mère infâme, me fit subir tous les tourments hideux et dégradants qui sont la rançon de l'union d'un homme avec une femme sans tempérance ni chasteté. Mon frère était mort dans l'intervalle, et vers la fin de la 4e année, mon père mourut aussi. Je me trouvais donc riche, pauvre pourtant, d'une affreuse indigence. La nature la plus grossière, la plus impure, la plus dépravée que j'ai jamais vue était unie à la mienne. Et la loi, la société, la reconnaissait comme une partie de moi-même. Je ne pouvais m'en débarrasser par aucun moyen légal, car les médecins découvrirent alors que ma femme était folle. Ces excès avaient prématurément développé les germes de la démence. Jane, ce récit ne vous est pas agréable. On dirait que vous n'êtes pas bien. Dois-je remettre la suite à un autre jour ?
Non, monsieur, achevez-le maintenant. J'ai pitié de vous, j'ai sincèrement pitié de vous. La pitié de Jane, venant de la part de certaines personnes, est une sorte de tribut blessant et insultant qui donne le droit de le rejeter à la face de ceux qui l'offrent. C'est le genre de pitié propre aux cœurs endurcis qui rapportent tout à leur personne. C'est un sentiment hybride, une peine égoïste, avec une part d'inconscient mépris pour ceux qui ont subi les malheurs dont il leur a été parlé. Telle n'est pas votre pitié, Jane. Ce n'est pas le sentiment dont est empreint en ce moment votre visage, qui vous donne envie de pleurer, fait palpiter votre cœur et trembler votre main dans la mienne. Votre pitié, ma chérie, est la mère douloureuse de l'amour. Son angoisse est l'agonie même dont naît la divine passion. Je l'accepte, Jane. Que l'enfant s'avance librement, mes bras sont prêts à recevoir l'amour. Continuez, monsieur. Qu'avez-vous fait lorsque vous vous êtes aperçu qu'elle était folle? Je fus presque au désespoir. Seul un reste de respect de moi-même m'a retenu au bord du gouffre. Aux yeux de la société, j'étais sans nul doute couvert d'un noir déshonneur, mais je résolus de rester pur à mes propres yeux, et jusqu'à la fin, je réussis à me mettre à l'abri de la souillure de ses excès, à m'arracher à l'influence des vices de son esprit. Cependant, le monde continuait à associer nos noms et nos personnes. Je la voyais, je l'entendais chaque jour. Quelque chose de son haleine se mêlait à l'air que je respirais. Enfin, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais été un jour son mari. Et ce souvenir m'était et m'est resté indiciblement odieux. Au surplus, je savais que tant qu'elle vivrait, je ne pourrais épouser une autre femme meilleure qu'elle. Et bien que de 5 ans mon aînée, sa famille et mon père m'avaient trompé jusque sur ce détail de son âge, elle n'avait pas de moindre chance de vivre que moi, étant aussi robuste de corps qu'infirme d'esprit. Aussi, à l'âge de 26 ans, étais-je sans espoir. Une nuit, je fus réveillée par ses hurlements. Depuis que les médecins l'avaient reconnue folle, elle était enfermée, bien entendu. C'était une de ces nuits brûlantes des Antilles qui, sous ces climats, précèdent souvent les ouragans. Incapable de dormir dans mon lit, je me levai et ouvris la fenêtre. L'air était semblable à des vapeurs de soufre, nulle fraîcheur où que ce fût. Les moustiques firent irruption, remplissant la pièce de leur bourdonnement monotone. La mer, que j'entendais, et au-dessus de laquelle de sombres nuages s'amoncelaient, grondait sourdement comme un tremblement de terre. La lune, large et rouge comme un boulet de canon incandescent, plongeait dans les vagues, jetant un dernier rayon sanglant sur un monde que le ferment de la tempête faisait frémir. J'étais physiquement sous l'influence de cette atmosphère et de ce spectacle. Les cris de la folle, lançant ses imprécations, me remplissaient les oreilles. Elle y mêlait sans cesse mon nom, avec des accents de haine vraiment démoniaques. Son langage était tel que jamais prostituée n'en eut de plus immonde. Bien que séparée par 2 pièces, chacune de ses paroles me parvenait, les minces cloisons des maisons antillaises n'opposant qu'un trop léger obstacle à ces hurlements de louve. Cette vie, dis-je enfin, est un enfer. Cet air, ces clameurs sont ceux de l'abîme sans fond. J'ai le droit de m'en affranchir si je le peux. Avec cette chair pesante qui alourdit mon âme disparaîtront les souffrances, l'eau de l'homme mortel. Je ne suis pas de ces fanatiques apeurés par le feu éternel. Il n'y a pas d'état futur pire que le présent. À moi de me libérer pour aller dans ma patrie, vers Dieu. En disant ces mots, je m'étais mise à genoux pour ouvrir un coffre contenant une paire de pistolets chargés. Je voulais me tuer. Cette intention ne dura qu'un moment. Je n'étais pas fou, et la crise de désespoir aigu total qui avait fait naître en moi le désir et le projet de me donner la mort s'évanouit en une seconde. Un vent frais venant d'Europe souffla sur l'océan, s'engouffra par la fenêtre ouverte. L'orage éclata, ruissela, tonna, flamboya, l'air devint plus pur. Je pris alors une résolution inébranlable. Tout en marchant sous les orangers dégoûtants de pluie de mon jardin inondé, parmi les grenades, les ananas gonflés d'eau, tandis qu'autour de moi l'aurore resplendissante des tropiques embrasait le ciel, voici, Jane, quelles furent mes pensées. Écoutez-moi bien,
car ce fut la véritable sagesse qui, à cette heure, me consola en me montrant le chemin sans détour qu'il fallait suivre. En entendant le doux vent d'Europe poursuivre ses murmures dans le feuillage rafraîchi, tandis que grondait l'Atlantique dans la splendeur de sa liberté, mon cœur, depuis longtemps flétri, desséché, se mit à l'unisson, se gonfla et s'emplit d'un sang vivifiant. Mon être brûlait de se renouveler, mon âme avait soif d'un pur breuvage. Je vis renaître l'espoir, je sentis la possibilité d'une régénération. Du fond de mon jardin, sous une voûte fleurie, je contemplais la mer, plus bleue que le ciel. Au-delà était le vieux monde. Un avenir plus serein s'ouvrait devant moi. « Va, disait l'espoir, retourne vivre en Europe. On ignore là-bas la souillure de ton nom, le répugnant fardeau que tu portes. Tu peux emmener la démente avec toi en Angleterre, la cloîtrée sous bonne garde à Sandfield en t'entourant des précautions nécessaires. Voyager à ta fantaisie et, selon ton désir, former de nouveaux liens. Cette femme qui a tant insulté à ta longue souffrance, qui a sali ton nom, outragé ton honneur, flétri ta jeunesse, n'est pas ta femme, pas plus que tu n'es son époux. Veille à ce qu'elle ait les soins que son état réclame et tu auras fait tout ce que l'humanité exige de toi. Ce qu'elle est, ce qui l'unit à toi, plonge-le dans l'oubli. Tu n'es tenu d'en faire part à aucun être vivant. Mets-la en sécurité, assure-lui le bien-être, enferme sa déchéance dans le secret et quitte-la. Je suivis fidèlement cette suggestion. Mon père et mon frère n'avaient fait savoir mon mariage à aucune des personnes de leur relation, car dans la toute première lettre où je leur faisais part de cette union, je leur avais instamment enjoint de la tenir secrète. Quel dégoût, en effet, n'éprouvais-je pas déjà en pensant à ses conséquences, à l'avenir horrible qui s'offrait à moi en raison du caractère et des tares de cette famille. Bientôt, la conduite de la femme que mon père m'avait choisie fut telle qu'il eut rougi de la reconnaître pour belle-fille. Loin de vouloir répandre la nouvelle de ce mariage, il devint, autant que moi, soucieux de la cacher. Je la conduisis donc en Angleterre. Ce fut pour moi un épouvantable voyage avec un pareil monstre sur le bateau. Je fus heureux de la voir enfin arriver à Sandfield et installée en sécurité dans cette chambre du 3e étage, dont, depuis 10 ans, elle a transformé le réduit dérobé en un antre de bêtes sauvages, en un repère démoniaque. J'eus quelque peine à lui trouver une garde. Il fallait en choisir une d'une fidélité à toute épreuve, car mon secret allait être inévitablement trahi par ses divagations. En outre, elle avait des périodes de lucidité de quelques jours, de quelques semaines, parfois qu'elle passait à m'injurier. J'engageai finalement Grace Poole, de Grimsey Retreat. Elle et le docteur Carter, celui qui a pansé les blessures de Mason la nuit où il reçut un coup de couteau et fut mordu, sont les 2 seules personnes à qui j'ai jamais fait des confidences. Mrs. Fairfax a certainement soupçonné quelque chose, sans arriver cependant à une connaissance précise des faits. Grace, dans l'ensemble, s'est révélée bonne garde, bien qu'en raison d'un défaut inhérent à sa rude profession et dont rien, semble-t-il, n'a pu la guérir, sa vigilance ait été plus d'une fois émoussée et déjouée. La folle est à la fois rusée et méchante. Elle n'a jamais manqué de profiter des défaillances passagères de sa garde. Une fois pour cacher le couteau avec lequel elle frappa son frère et 2 fois pour s'emparer de la clé de sa cellule et s'en échapper pendant la nuit. À la première de ces occasions, elle a tenté de me brûler dans mon lit. À la seconde, elle vous a fait cette terrifiante visite. Votre toilette nuptiale a dû lui rappeler vaguement le jour de son propre mariage et sa rage s'est exercée sur elle. La Providence veillait sur vous. Je l'en remercie. Je ne puis penser à ce qui aurait pu arriver. Quand je me représente cette créature qui, ce matin, me sauta à la gorge, penchant sa face noirâtre, écarlate sur le nid de ma colombe, mon sang se fige. « Qu'avez-vous fait, monsieur, après l'avoir installé ici ?» lui demandai-je, le voyant s'interrompre. « Où êtes-vous allé ?»« Ce que je fis, Jane. Je me changeai en feu follet. Où suis-je allé ? J'entrepris des courses vagabondes, aussi fantasques que celles du juif errant. Je gagnai le continent et me mis à parcourir toutes ces contrées. Je n'avais qu'un désir, chercher, trouver une femme bonne, intelligente, que je pourrais aimer.
tout l'opposé de la furie que j'avais laissée à Thornfield. Mais vous ne pouviez pas vous marier, monsieur. J'y étais décidée, convaincue que je pouvais le faire, que je devais le faire. Je n'avais pas, tout d'abord, l'intention de cacher la vérité, comme je l'ai fait avec vous. Je me proposais de dire clairement ce qui m'était arrivé et de faire franchement ma demande. Il me paraissait si conforme à la raison d'être tenue pour libre d'aimer et d'être aimée que jamais je n'ai douté de trouver une femme capable de comprendre mon cas et prête à m'accepter, en dépit de la malédiction qui pesait sur moi. Eh bien, monsieur, chaque fois que vous vous montrez curieux, Jane, vous me faites sourire. Vous ouvrez les yeux comme un oiseau avide. Vous avez de temps en temps des mouvements d'impatience, comme si les réponses n'arrivaient pas assez vite à votre gré et que vous vouliez lire dans le cœur même de celui qui vous parle. Pardon. Mais avant de poursuivre, dites-moi ce que vous entendez par votre « Eh bien, monsieur ». C'est une petite formule dont vous faites un peu fréquent usage et qui, bien des fois, je ne sais trop pourquoi, m'a entraîné dans d'interminables discours. Je veux dire, que s'est-il passé ensuite? Qu'avez-vous fait? Qu'est-il résulté de cela? Très bien. Que désirez-vous savoir à présent? Si vous avez rencontré une femme qui vous plaisait, si vous lui avez demandé de vous épouser, ce qu'elle vous a répondu. Je puis vous dire si j'ai rencontré une femme qui m'a plu, si je lui ai demandé de m'épouser, mais ce qu'elle a répondu est encore à inscrire dans le livre du destin. Pendant 10 longues années, j'ai erré, vivant d'abord dans une capitale, puis dans une autre, quelquefois à Saint-Pétersbourg, plus souvent à Paris, de temps en temps à Rome, à Naples, à Florence. Abondamment pourvu d'argent, porteur d'un vieux nom en guise de passeport, je pouvais choisir mes relations. Aucun cercle ne m'était fermé. Je me mis en quête de la femme selon mon idéal, parmi les ladies anglaises, les comtesses françaises, les signoras italiennes et les graffinnen allemandes, sans la trouver nulle part. Parfois, à l'espace d'un moment, j'ai cru surprendre un regard, entendre une voix, voir une silhouette qui me laissait espérer la réalisation de mon rêve. Mais j'étais bientôt désabusée. Bonjour. 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 N'allez pas croire que je cherchais la perfection, tant de l'esprit que de la personne. Je désirais seulement un être selon mes goûts, c'est-à-dire entièrement autre que la créole. Ce fut en vain. Même si j'avais été libre, il ne s'en est pas trouvé une seule que j'eusse demandé en mariage, avertie comme je l'étais des risques, des horreurs, des dégoûts d'une union mal assortie. Le désappointement me rendit indifférent. J'essayais de la dissipation, mais jamais de la débauche qui me faisait et me fait encore horreur. C'était là l'attribut de ma Messaline des Antilles, pour laquelle j'éprouvais une aussi profonde répulsion que pour la débauche elle-même, ce qui me fut un puissant frein, même dans le plaisir. Toute réjouissance qui confinait à l'orgie semblait me rapprocher d'elle et de ses vices, aussi la fuyais-je. Cependant, je ne pouvais vivre seule. J'en vins à prendre des maîtresses. La première que je choisis fut Céline Varens. Encore un de ces actes dont un homme ne peut se souvenir sans se mépriser. Vous savez déjà ce qu'elle était, comment se termina ma liaison avec elle. 2 autres lui succédèrent, une italienne, Giacinta, et une allemande, Clara, toutes 2 réputées pour leur singulière beauté. Que devint pour moi leur beauté au bout de quelques semaines? Giacinta était violente, sans principe, au bout de 3 mois j'en fus là. Clara était honnête, douce, mais lourde, sans esprit, indifférente, ne répondant pas à mes goûts. Je fus heureux de m'en débarrasser décemment en lui donnant une somme suffisante pour s'établir convenablement. Mais je vois à votre visage, Jane, que vous n'avez pas très bonne opinion de moi, présentement. Vous me prenez pour un libertin sans cœur et sans moralité, n'est-ce pas? À vrai dire, je ne vous juge pas aussi favorablement que je l'ai fait parfois.
N'aviez-vous donc pas la moindre idée qu'il était répréhensible de vivre ainsi, avec une maîtresse, puis avec une autre? Vous parlez de cela comme d'une chose toute naturelle. C'était naturel pour moi, sans pour cela me plaire. C'est un genre de vie abjecte auquel je ne voudrais jamais revenir. Avoir une maîtresse est la pire chose qui soit après l'achat d'une esclave. L'une et l'autre, souvent par leur nature, toujours par leur position, sont inférieures. Or, il est dégradant de vivre avec des inférieurs. Le souvenir du temps passé avec Céline, Giacinta et Clara m'est à présent odieux. Je sentis la vérité de ces paroles et il m'apparut clairement que si, sous un prétexte quelconque, avec toutes les excuses possibles et sous l'empire de n'importe quelle tentation, j'allais jusqu'à m'abandonner au point de ne plus tenir compte des principes qui m'avaient toujours été inculqués, il m'arriverait ce qu'il advint à ces pauvres filles. Un jour viendrait où, dans son esprit, ma mémoire serait aussi souillée que la leur aujourd'hui. Je n'exprimais pas ma pensée, il suffisait qu'elle fût en moi. Je la gravais dans mon cœur pour l'y fixer, afin de l'appeler à mon aide au moment de l'épreuve. « Allons, Jane, pourquoi ne dites-vous pas « Eh bien, monsieur ?» Je n'ai pas fini mon récit. Vous avez un air grave, vous me jugez encore avec sévérité, je le vois bien, mais j'arrive au fait. En janvier dernier, libérée de toutes mes maîtresses, l'âme sombre et emplie par l'amertume d'une vie inutile, errante et solitaire, rongée de déceptions, aigrie contre le genre humain, en particulier contre la gente féminine, car j'en étais venue à considérer l'idée d'une femme intelligente, fidèle, aimante comme un simple rêve, je revins en Angleterre où mes affaires m'appelaient. Par un après-midi glacial d'hiver, j'arrivai à cheval en vue de Thornfield Hall, ce lieu abhorré. Je n'espérais y trouver nulle paix, nul plaisir. Dans le chemin de Hay, j'aperçus une petite personne assise sur un échalier, seule et tranquille. Je passais devant elle sans y faire plus attention qu'au saule étêté qui était en face. Je n'eus pas le moindre pressentiment de ce qu'elle allait être pour moi. Nulle voix intérieure ne me suggéra que l'arbitre de ma vie, le génie de mon bonheur ou de mon malheur, m'attendait là sous cette humble apparence. Je n'en eus même pas conscience lorsque, après l'accident de Mesrour, elle vint gravement m'offrir son aide. C'était une créature frêle qui avait l'apparence d'une enfant. On eût dit une linotte qui sautillait jusqu'à mes pieds pour proposer de me porter sur ses ailes menues. Je fus bourru. Cela ne la fit pas s'éloigner. Elle resta auprès de moi avec une singulière persistance, tout en me regardant, me parlant, avec une sorte d'autorité. Il fallait que je fusse secouru, et par cette main. Je le fus. Lorsque j'eus pressé cette épaule fragile, quelque chose de nouveau, la sensation d'une fraîche sève s'insinua en moi. Par bonheur, je venais d'apprendre que cet elfe devait me retrouver, qu'il faisait partie de ma maison, celle-là même en bas où j'allais. Le sentir s'échapper de ma main et le voir disparaître derrière la haie qui s'estompait, quel singulier regret n'en eussé-je pas eu. Je vous entendis rentrer ce soir-là, Jane. Vous ne vous doutiez probablement pas que je pensais à vous et que je vous attendais. Le jour suivant, je vous ai observé pendant une demi-heure, sans être vue, tandis que vous jouiez avec Adèle dans la galerie. Il neigeait, je m'en souviens, et vous ne pouviez sortir. J'étais dans ma chambre dont la porte était entr'ouverte, je pouvais à la fois vous voir et vous entendre. Adèle occupa votre attention pendant quelque temps, mais j'eus l'impression que vos pensées étaient ailleurs. Vous avez eu beaucoup de patience avec elle, ma petite Jane. Vous lui avez parlé, vous l'avez amusée longtemps. Lorsqu'enfin elle vous eut quitté, vous êtes aussitôt tombée dans une rêverie profonde. Vous vous êtes mise à marcher lentement dans la galerie. De temps à autre, quand vous passiez devant une fenêtre, vous jetiez un coup d'œil au dehors, sur la neige qui tombait en épais flocons. Vous écoutiez les sanglots du vent et vous repreniez doucement vos allées et venues tout en poursuivant vos rêveries. Je crois que ces visions en état de veille n'étaient pas sombres. Il y avait parfois dans vos yeux une lueur de plaisir et dans votre aspect une légère agitation qui n'indiquait aucune méditation amère, chagrine, mélancolique, mais révélait plutôt les agréables songes de la jeunesse, quand l'esprit tout prêt à étendre les ailes suit l'espérance dans son vol vers un paradis idéal. La voix de Mrs. Fairfax qui parlait à un domestique dans le vestibule vous ramena à la réalité. Vous avez alors souri de vous, Janet, à vous-même, de curieuse façon. Ce sourire était plein de bon sens, de finesse, et semblait faire peu de cas de vos pensées. Il semblait dire «
Mes belles visions sont merveilleuses, mais je ne dois pas oublier qu'elles sont absolument irréelles. Il est dans mon imagination un ciel rose, un Éden verdoyant et fleuri, mais au dehors, je le sais très bien, s'étend à mes pieds un chemin qui sera rude à parcourir, et s'amoncelle autour de moi de noirs orages qu'il me faudra affronter. Vous êtes alors descendu en courant et vous avez demandé quelque occupation à Mrs. Fairfax, les comptes de la semaine à régler, je crois, ou quelque chose de ce genre. Je vous en voulais pour vous être ainsi soustraite à ma vue. J'attendis le soir avec impatience, afin de pouvoir vous appeler auprès de moi. Je pressentais en vous une nature d'exception, tout à fait nouvelle pour moi. J'avais le désir de la pénétrer davantage, de la mieux connaître. Vous êtes entré dans le salon d'un air à la fois timide et indépendant. Vous étiez habillé bizarrement, à peu près comme vous l'êtes en ce moment. Je vous ai fait parler et j'eus bientôt découvert que vous étiez pleine de contrastes étranges. Votre extérieur et vos manières témoignaient d'une contrainte disciplinée. Votre attitude, souvent craintive, révélait le naturel raffiné d'une personne sans aucun usage du monde, redoutant terriblement que quelque faute de langage ou quelque maladresse ne la fît remarquer de façon défavorable. Toutefois, quand on vous adressait la parole, vous leviez sur le visage de votre interlocuteur des yeux vifs, audacieux et ardents. Il y avait de la pénétration et de la puissance dans chacun de vos regards. Pressé de questions que vous ne pouviez éluder, vous aviez toujours une réponse prompte et décisive. Très vite, vous avez paru vous habituer à moi. Je crois que vous avez senti la sympathie qui existait entre vous-même et ce maître sévère, peu aimable, Jane. Ce fut, en effet, une chose surprenante de voir avec quelle rapidité une certaine aisance pleine de charme vous rendit sereine. Quelque grognon que je fusse, vous ne montriez ni surprise, ni crainte, ni ennui, ni déplaisir devant ma mauvaise humeur. Parfois, vous m'observiez en me souriant avec une grâce simple et pourtant perspicace que je ne saurais décrire. Ce spectacle me rendait heureux et avivait ma curiosité. Ce que je connaissais de vous me plaisait et je désirais en savoir davantage. Cependant, je vous tins longtemps à distance, recherchant rarement votre compagnie. Épicurien d'esprit, je voulais prolonger le plaisir de faire cette nouvelle et piquante connaissance. Puis, je fus un moment hanté par la crainte de voir la fleur se faner, le charme exquis de sa fraîcheur disparaître si je la prenais selon mon gré dans la main. Je ne savais pas alors qu'elle n'était pas éphémère, mais plutôt semblable à la fleur étincelante taillée dans une pierre précieuse indestructible. Je voulais voir également si, lorsque je vous évitais, vous me rechercheriez. Mais vous êtes demeuré dans la salle d'études, aussi tranquille que votre pupitre et votre chevalet. Si, par hasard, je vous rencontrais, vous ne ralentissiez pas plus le pas et ne me donniez pas plus de marques d'intérêt que ne l'exigeait le respect. Vous aviez alors presque toujours un air pensif, mais non découragé. Vous étiez en effet en bonne santé, mais sans grande espérance, sans plaisir véritable. Vous n'étiez point exubérante. Je me demandais ce que vous pensiez de moi, ou si même vous pensiez jamais à moi. Pour le savoir, je vous témoignais à nouveau quelques sollicitudes. Il y avait quelque chose d'heureux dans votre regard, de l'enjouement dans vos manières lorsque vous me parliez. Je vis que vous aimiez la société et que c'était le silence de la salle d'études et la monotonie de votre vie qui vous rendaient triste. Je m'offris le plaisir d'être bon pour vous. Cette bonté éveilla bientôt l'émotion. Votre visage prit une expression de douceur, votre voix devint caressante. J'aimais entendre mon nom prononcé par vos lèvres avec un accent de reconnaissance et de bonheur. En ce temps-là, Jane, j'étais heureux quand le hasard me faisait vous rencontrer. Vous manifestiez alors une curieuse hésitation. Vous me regardiez d'un air légèrement perplexe, embarrassé, ne sachant pas quel serait mon caprice. Si j'allais jouer au maître et me montrer sévère, ou jouer à l'ami et me montrer bienveillant. Je vous aimais déjà trop pour feindre souvent d'avoir la première de ces fantaisies. Et quand je vous tendais cordialement la main, un tel éclat, une telle illumination, une telle félicité se répandait sur votre jeune et sérieux visage que j'avais souvent bien du mal à me retenir de vous serrer sur mon cœur à cet instant. Ne parlez plus de ce temps-là, monsieur, interrompis-je, essuyant furtivement quelques larmes. Ces paroles me mettaient à la torture, car je savais ce qu'il me restait à faire, et sans retard, tant de souvenirs, ces sentiments révélés par mon maître, rendaient mon devoir plus difficile. « Non, Jane, répliqua-t-il.
Pourquoi en effet s'appesantir sur le passé quand le présent est tellement plus certain, l'avenir tellement plus merveilleux? Je frémis en entendant cette folle assertion. Vous voyez bien maintenant quelle est la situation. Continua-t-il, après une jeunesse et une vie d'homme passée d'abord dans une misère morale inexprimable, puis dans une affreuse solitude, j'ai, pour la première fois, trouvé ce que je puis sincèrement aimer. Je vous ai trouvé. Vous êtes mon amour, le meilleur de moi-même, mon bon ange, je vous suis attachée par un profond sentiment. Je vous sais bonne, riche de dons, séduisante. Une passion fervente et sacrée, née dans mon cœur, me fait tendre vers vous, vous attire au centre, à la source même de ma vie, vous enrobe dans mon existence et, brûlant d'une pure et puissante flamme, fond nos deux êtres en un seul. C'est parce que j'éprouvais et savais tout cela que j'ai résolu de vous épouser. Me dire que j'avais déjà une femme est une raillerie vide de sens. Vous savez à présent que cette femme est un hideux démon. J'ai eu tort de chercher à vous abuser, mais je craignais l'obstination de votre caractère, je redoutais les préjugés qui vous ont été inculqués dès l'enfance. Je voulais m'assurer de vous, avant de m'aventurer à vous faire des confidences. C'était lâche. J'aurais dû en appeler d'abord à votre noblesse, à votre magnanimité, comme je le fais à présent. Vous dire en toute franchise, simplement, ce qu'avait été ma douloureuse vie, combien j'avais faim et soif d'une existence plus élevée, plus digne, vous montrer, non pas mon intention d'aimer, le mot est trop faible, mais la force irrésistible qui me poussait à aimer fidèlement, de tout mon être, celle qui m'aimait avec la même constance et le même amour. C'est alors que j'aurais dû vous prier d'accepter mon serment de fidélité en échange du vôtre. Jane, faites-le maintenant. Il y eut un moment de silence. Pourquoi ne répondez-vous rien, Jane? Je subissais une épreuve terrible. Une main de fer rougi m'étreignait le cœur. Instant terrifiant, rempli de luttes, de ténèbres, de flammes dévorantes. Jamais créature humaine n'avait pu désirer être aimée davantage que je ne l'étais. Celui qui m'aimait ainsi, je l'adorais absolument. Et il me fallait renoncer à l'amour, à mon idole. Mon intolérable devoir était contenu dans ce mot unique, partir. Jane, vous comprenez ce que j'attends de vous? Faites-moi seulement cette promesse. Je serai à vous, Monsieur Rochester. Monsieur Rochester, je ne serai pas à vous. Il y eut un autre long silence. Jane, reprit-il avec une douceur qui me brisa de douleur et, par son terrifiant présage, me fit devenir froide comme la pierre, car cette voix calme était le halètement d'un lion prêt à bondir. Jane, voulez-vous dire que vous suivrez un chemin dans la vie et que vous me laisserez en prendre un autre? Oui. Jane, il se pencha sur moi et me prit dans ses bras. Le voulez-vous encore? Oui. Et maintenant, continua-t-il, baisant avec douceur mon front, mes joues. Oui, dis-je, me dégageant rapidement et complètement de son étreinte. Oh, Jane, c'est cruel, c'est mal. Ce ne serait pas mal de m'aimer. Il serait mal de vous obéir. Un regard sauvage arqua ses sourcils, bouleversa ses traits. Il se leva, mais se contint encore. Je posai la main sur le dossier d'une chaise pour me soutenir. Je tremblais, j'avais peur, mais j'étais résolue. Un instant, Jane, considérez mon horrible vie quand vous serez partie. Si vous me quittez, tout bonheur me sera ravi. Que me restera-t-il alors? Je n'ai pour femme que la démente là-haut. Vous pourriez aussi bien me laisser avec quelques cadavres du cimetière voisin. Que ferais-je, Jane? Ou chercher une compagne, un peu d'espoir? Faites comme moi, ayez confiance en Dieu et en vous-même. Il faut croire au ciel et espérer nous y retrouver. Alors vous ne voulez pas céder? Non.
Vous me condamnez donc à vivre misérable, à mourir maudit ?» Sa voix s'élevait. « Je vous conseille de vivre sans péché et vous souhaite de mourir en paix. Vous emportez l'amour, l'innocence, vous ne me laissez pour passion que la débauche, que le vice pour passe-temps. Monsieur Rochester, je ne vous contrains pas plus à ce destin que je ne m'y condamne moi-même. Nous sommes nés pour lutter et souffrir, vous aussi bien que moi. Soumettez-vous. Vous m'oublierez avant que je ne vous oublie. Vous faites de moi un menteur en parlant ainsi. Vous flétrissez mon honneur. Je vous ai déclaré que je ne pouvais pas changer. Et vous me dites en face que je changerai bientôt. Votre conduite prouve à quel point votre jugement est déformé, combien vos idées sont erronées. Est-il mieux de pousser un de ses semblables au désespoir que de transgresser une simple loi humaine, quand cette violation ne porte préjudice à personne, puisque n'ayant ni parents ni amis, vous ne pouvez craindre d'offenser qui que ce soit en vivant avec moi. » C'était vrai. Et tandis qu'il parlait, ma conscience et ma raison elle-même me trahissaient, me reprochant comme un crime de lui résister. Elle parlait presque aussi haut que le sentiment qui lançait ses clameurs passionnées. « Oh, Seth, disait-il, songe à sa misère, au danger qu'il guette. Considère quelle sera sa vie quand il se retrouvera seul. N'oublie pas son tempérament fougueux. Représente-toi la témérité dont est suivi le désespoir. Console-le, sauve-le, aime-le. Dis-lui que tu l'aimes et que tu veux être à lui. Qui donc au monde se soucie de toi? À qui feras-tu du tort en agissant ainsi ?» Mais la réponse était toujours aussi inexorable. C'est à moi de me soucier de moi. Plus je suis isolée, privée d'amis, sans soutien, plus je dois me respecter. Je suivrai la loi que Dieu a édictée et à laquelle l'homme est assujetti. Je serai fidèle aux principes que j'ai reçus quand j'avais ma raison, quand je n'étais pas folle comme je le suis maintenant. Les lois, les principes ne servent à rien dans les périodes où la tentation ne nous assaille pas. Ils sont faits pour des instants tels que celui-ci, lorsque le corps et l'âme se révoltent contre leurs exigences. Si rigoureux soient-ils, je ne les violerai pas. Si je pouvais les enfreindre au gré de mes désirs, quelle serait leur valeur? Or, ils ont une valeur, je l'ai toujours cru. Si je ne puis le croire en ce moment, c'est que j'ai perdu la raison. Oui, complètement, c'est que du feu coule dans mes veines, que mon cœur bat si vite qu'il m'est impossible d'en compter les pulsations. Les préjugés, les décisions toutes faites sont, à cette heure, tout ce qui me reste, le seul point d'appui sur lequel mon pied peut se poser. Ma résolution était prise. Mr. Rochester la lut sur mon visage. Sa fureur fut à son comble. Et quelles qu'en fussent les conséquences, il dut y céder. Un instant. Il traversa la pièce, me saisit le bras et me prit par la taille. Ses yeux flamboyants semblaient me dévorer. Je me sentis alors aussi impuissante physiquement qu'un brin de paille exposé au souffle ardent d'une fournaise. Mentalement, je demeurais maîtresse de moi, gardant la certitude que je finirais par échapper au péril. L'âme, heureusement, a un interprète souvent inconscient, mais toujours fidèle dans le regard. Mes yeux rencontrèrent les siens. Tout en les fixant sur son visage courroucé, je poussai un soupir involontaire. Son étreinte était douloureuse et mes forces, soumises à trop rude épreuve, étaient presque épuisées. « Jamais, dit-il en grinçant des dents, jamais il n'y eut créature plus fragile et plus indomptable. Ce n'est qu'un roseau dans ma main. » Il me secoua de toute la force de ses bras. Je pourrais la tordre entre le pouce et l'index, mais à quoi cela me servirait-il de la ployer, de la briser, de la broyer? Voyez ses yeux, voyez l'âme résolue, farouche, libre, qui s'y reflète, qui me défie, non seulement avec courage, mais avec un amer triomphe. Quoi que je puisse faire de sa cage, je ne puis atteindre ce sauvage et merveilleux esprit. Si je brise, si je détruis la légère prison, mon outrage ne fera que libérer le captif. Je pourrais conquérir la demeure, mais son hôte s'évaderait vers le ciel avant même que je ne fusse en possession de son abri d'argile. Et c'est toi, esprit, avec ta volonté, ton énergie, ta vertu, que je veux, et non pas seulement ta fragile enveloppe. Tu pourrais de toi-même venir d'un vol léger te blottir contre mon cœur, si tu le voulais. Saisis malgré toi, tu échapperais à mes embrassements, tu t'évanouirais, telle une essence avant que je n'aie respiré ton parfum. Oh, viens, Jane, viens. En disant ces mots, il relâcha son étreinte, se contentant de me regarder.
Il me fut bien plus difficile de résister à ce regard qu'à ses élans frénétiques. Il aurait cependant fallu être insensé pour succomber en ce moment. J'avais bravé et vaincu sa fureur, il ne me restait qu'à fuir sa douleur. Je me retirai vers la porte. « Vous partez, Jane ?»« Oui, monsieur, je pars. »« Vous me quittez ?»« Oui. »« Vous ne voulez pas venir. Vous ne voulez pas être ma consolatrice, mon sauveur. Mon amour profond, ma peine extrême, mes supplications désespérées ne sont rien pour vous. » Quelle inexprimable émotion il y avait dans sa voix. Comme il était dur de répéter avec fermeté « Je m'en vais. Jane, Monsieur Rochester. » Retirez-vous donc, j'y consens. Mais n'oubliez pas dans quelle détresse vous me laissez. Remontez dans votre chambre, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, et puis, Jane, jetez un regard sur mes souffrances. Pensez à moi. Il se détourna et se jeta sur le sofa où il enfouit son visage. « Oh, Jane, mon espoir, mon amour, ma vie !» laissa-t-il échapper de ses lèvres dans un cri d'angoisse. Puis il eut un profond et violent sanglot. J'avais déjà gagné la porte, mais je revins sur mes pas, lecteur. Je revins aussi résolument que je m'étais éloignée. Je me mis à genoux auprès de lui, je tournai vers moi son visage perdu dans les coussins, baisai sa joue, caressai ses cheveux de la main. « Dieu vous bénisse, mon cher maître, dis-je. Dieu vous garde de toute peine, de tout mal. Qu'il vous guide, vous console et vous récompense largement pour la bonté que vous m'avez témoignée. » « L'amour de ma petite Jane eût été ma meilleure récompense, répondit-il. Sans lui, j'ai le cœur brisé. Mais Jane va me donner son amour, oui, noblement, généreusement. » Le sang afflua à ses joues, le feu jaillit de ses yeux. D'un bond, il se releva, tendit les bras, mais me dérobant à son étreinte, je sortis aussitôt de la pièce. « Adieu !» fut le cri de mon cœur lorsque je le quittais. Dans mon désespoir, j'ajoutais « Adieu pour toujours !» Je n'aurais jamais pensé dormir cette nuit-là. Cependant, je m'assoupis dès que je fus dans mon lit. Transporté en songe dans les lieux de mon enfance, je rêvais que j'étais à Gateshead, couché dans la chambre rouge. La nuit était noire. Et mon esprit, en proie à une étrange terreur. Réapparaissant dans ce rêve, la lueur qui m'avait autrefois fait perdre connaissance semblait glisser le long du mur jusqu'au plafond obscur et s'arrêter tremblante en son milieu. Je levai la tête pour regarder, mais le plafond avait fait place à de hauts nuages assez vagues et la lueur ressemblait à celle que la lune répand sur les vapeurs qu'elle va disperser. Je guettais sa venue avec les plus singuliers pressentiments, comme si le mot de mon destin allait être écrit sur son disque. Jamais lune ne surgit ainsi des nuages. Une main plongea d'abord dans leurs plis sombres, les écarta, puis, au lieu de la lune, une blanche forme humaine brilla dans l'azur, inclinant vers la terre son front radieux. Elle me contempla longuement. Sa voix infiniment lointaine et cependant proche murmura dans mon cœur, me pénétrant l'âme. « Ma fille, fuis la tentation. Mère, je la fuirai. » Ainsi avais-je répondu tout en m'éveillant de ce rêve semblable à une vision. Il faisait encore nuit, mais les nuits de juillet sont courtes. L'aube apparaît peu après minuit. Il ne peut être trop tôt pour entreprendre la tâche que j'ai à accomplir, pensai-je. Je me levai donc. J'étais habillée car je n'avais ôté que mes souliers. Je savais où trouver dans mes tiroirs un peu de linge, un médaillon, une bague. En cherchant ces objets, mes doigts rencontrèrent les perles d'un collier que Mr. Rochester m'avait contrainte d'accepter quelques jours auparavant. Je le laissai. Il n'était pas à moi, mais à la chimérique fiancée qui s'était évanouie dans l'air. Je fis un paquet des autres choses et mis dans ma poche ma bourse qui contenait 20 shillings, toute ma fortune. J'attachai ma capote de paille, épinglai mon châle, pris le paquet ainsi que mes souliers que je ne voulais pas mettre encore et sortis doucement de ma chambre. « Adieu, bonne Mrs. Fairfax, murmurai-je en glissant devant sa porte.
Adieu mon Adèle chérie, dis-je en jetant un regard vers la nurserie. Je ne pouvais songer à y entrer pour la serrer dans mes bras. Il me fallait tromper une fine oreille, car rien ne prouvait qu'il n'en était pas une à l'écoute. J'aurais voulu passer devant la chambre de Mr. Rochester sans m'arrêter. Mais au seuil de cette pièce, mon cœur cessa de battre un instant, et mes pieds s'immobilisèrent. Pas de sommeil ici. L'hôte allait et venait d'un mur à l'autre avec agitation, et je l'entendais pousser de nombreux soupirs. Là, dans cette chambre, si je le voulais, était un paradis pour moi, un paradis sur cette terre. Il me suffisait d'entrer et de dire « Monsieur Rochester, je vous aimerais vivre avec vous toute ma vie, jusqu'à la mort », pour que jaillît tout près de mes lèvres une source de délices. Telles étaient mes pensées. Mais je me représentais aussi ce maître plein de bonté qui ne pouvait dormir en ce moment et attendait impatiemment le jour. Au matin, il me ferait appeler et je serais partie. Vainement, il me ferait rechercher. Se sentant abandonné, son amour rejeté, il souffrirait, se désespérerait peut-être. Ma main fit un mouvement pour saisir le loquet de la porte, mais je la retins et m'éloignai doucement. Je poursuivis tristement mon chemin jusqu'en bas. Je savais ce que j'avais à faire et le fis machinalement. Je pris dans la cuisine la clé de la petite porte, ainsi qu'une petite fiole d'huile et une plume pour huiler clés et serrures. Je pris aussi un peu d'eau et un peu de pain, car j'aurais peut-être à marcher longtemps. Il importait que mes forces, déjà durement éprouvées, ne vinssent pas à me trahir. Je fis tout cela sans le moindre bruit. J'ouvris la porte, la franchis et la refermai avec précaution. L'aube grise éclairait faiblement la cour, les grandes grilles étaient fermées à clé, mais un guichet dans l'une d'elles n'avait qu'un loquet. C'est par là que je sortis. L'ayant refermé, je me trouvai donc hors de Thornfield. À 1 mille plus loin, au-delà des prés, dans la direction opposée à celle de Millcote, passait une route que je n'avais jamais prise, mais que j'avais souvent remarquée en me demandant où elle menait. Ce fut de ce côté que je dirigeai mes pas. Le moment n'était plus aux tergiversations, aux regards en arrière, ni même en avant. Il ne fallait penser ni au passé ni à l'avenir. Le passé était une page si divinement douce, si mortellement triste, que la lecture d'une seule de ces lignes aurait suffi à faire évanouir mon courage, à briser mon énergie. L'avenir était un néant affreux, quelque chose comme le monde après le déluge. Je longeais les champs, les haies, les sentiers jusqu'après le lever du soleil. Je crois que c'était une radieuse matinée d'été. J'ai souvenir que les souliers que j'avais mis en quittant la maison furent bientôt tout humides de rosée. Mais je ne regardais ni le soleil qui apparaissait à l'horizon, ni le ciel bienveillant, ni la nature à son réveil. Celui que l'on conduit à l'échafaud à travers un paysage charmant ne pense pas aux fleurs qui lui sourient au passage, mais au billot, au tranchant de la hache, à la rupture de ses os, de ses veines, à la tombe qui s'ouvre au bout du chemin. Je pensais à ma triste fuite, à ma course vagabonde sans abri. Je pensais, et avec quelle angoisse, à ce que je quittais. C'était plus fort que moi. Je voyais Mr. Rochester dans sa chambre, guettant le lever du soleil, espérant que j'allais bientôt venir lui dire que je resterais avec lui, que je serais à lui. Je désirais ardemment être à lui. Je brûlais de revenir en arrière. Il n'était pas trop tard. Je pouvais encore lui épargner la douleur amère de la séparation. J'étais sûre que ma fuite n'était pas encore découverte. Je pouvais revenir pour être sa consolation, son orgueil, le sauver d'une vie misérable, de la ruine peut-être. Ah, cette terreur de le voir s'abandonner lui-même. Chose pire que l'abandon où je l'avais laissé. À quel point elle m'aiguillonnait. C'était une flèche acérée qui me déchirait la poitrine quand je tentais de l'extirper et qui me faisait défaillir quand le souvenir l'enfonçait plus avant. Les oiseaux commencèrent à chanter dans les halliers, dans les taillis. Fidèles à leur compagne, c'était le symbole de l'amour. Et moi quittai-je. Le cœur accablé de souffrance, faisant de frénétiques efforts pour m'en tenir à mes principes, je me faisais horreur. Je n'avais pas la consolation que donne l'approbation de soi et pas davantage celle de mon amour-propre. J'avais offensé, blessé, abandonné mon maître. Je me trouvais odieuse. Cependant, un retour à Thornfield était impossible. Je ne pouvais revenir sur un seul de mes pas. Ce devait être Dieu qui me conduisait, car mon tourment passionné avait écrasé ma volonté, étouffé ma conscience.
Tout en suivant ma route solitaire, je pleurais amèrement, marchant vite, vite, comme quelqu'un en proie au délire, lorsque, ressentant une faiblesse qui gagna mes membres, je tombais et demeurais quelques minutes étendue sur le sol, pressant mon visage contre l'herbe humide. Je craignis, ou plutôt j'espérais que j'allais mourir là. Mais je me relevai bientôt, et me traînant en avant sur les mains et les genoux, bonjour, je finis par me remettre debout, plus impatiente, plus résolue que jamais à atteindre la route. Quand j'y parvins, je dus m'asseoir sous une haie pour me reposer, tandis que j'étais là, assise. J'entendis un bruit de roues et vis une diligence qui s'approchait. Je me levai et fis signe de la main. Elle s'arrêta. Je m'informai où elle allait. Le cocher nomma une localité éloignée où j'étais sûre que Mr. Rochester ne connaissait personne. Je lui demandai quelle somme il prendrait pour m'y conduire. C'était 30 shillings. Lui ayant répondu que je n'en avais que 20, il me dit qu'il essaierait de s'en contenter. Comme le véhicule était vide, il m'autorisa même à m'asseoir à l'intérieur. J'y montai. La portière fut refermée sur moi et la diligence reprit sa route. Puissiez-vous, aimable lecteur, ne jamais éprouver ce que j'éprouvais alors. Puissent vos yeux ne jamais répandre de larmes aussi délirantes, brûlantes que celles versées par mon âme tourmentée. Puissiez-vous ne jamais adresser au ciel des prières aussi désespérées, aussi douloureuses que celles qui, à cette heure, s'échappèrent de mes lèvres. Puissiez-vous ne jamais redouter, comme moi, d'être un instrument de malheur pour celui que vous aimez de toute votre âme. Et c'est la fin du chapitre 27. Aïe. Il était long ce chapitre. Je ne pense pas que ce soit le meilleur chapitre du roman. Non, du tout. Même s'il est important. C'est bien ce que je pensais. Qu'elle était très sage, cette jeune femme. Voilà. C'est drôle parce que ça résonne un peu aussi avec Manon Lescaut. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qui, entre la folie, enfin sur les femmes qui m'ont déplu dans ce chapitre. Sur la folie et sur le comportement des femmes, sur les prostituées, sur plein de choses, voilà. Je crois que c'est ça. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire une courte intervention sur Manon Lescaut, que je vais faire après. Est-ce que je vais la faire ici sous la pluie? Est-ce que je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et j'ai hâte de vous lire la suite de Jane Eyre. Faites bien attention à vous. Surtout. Et à très bientôt. Voilà, j'espère que vous avez un peu de soleil. Merci beaucoup. Hop là.